Je vais intervenir sur, ce thème et effectivement plus particulièrement sur le rapport que vous avez cité, sur lequel donc, je vais revenir, mais je vais essayer de ne pas le reprendre de façon systématique et un peu technique. Ce que je vous propose, c'est d'abord de voir deux premières diapos sur lesquelles on va faire un peu le cheminement de la réglementation depuis la loi 75, avec à chaque fois les enjeux des différentes réglementations. Et ensuite, on reviendra un peu plus sur le rapport lui-même et les enjeux pour vous. Et j'ai essayé d'avoir quelques diapos pour essayer de me mettre à la place d'un directeur, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais devoir faire, qu'est-ce que ça va impacter sur ma pratique professionnelle et bien évidemment l'accompagnement des usagers. Voilà, c'est la démarche que j'ai essayé de prendre qui me semblait plus intéressante que de passer en revue les 21 recommandations, alors un peu plus suivant la façon dont on lit le texte, qui est un peu une liste à l'après-vert, qui est une liste très technique. Ce qui me semble important, c'est d'en sortir la substantifique moine pour vous éclairer dans vos réflexions futures. Alors, d'abord, comment en sommes-nous arrivés là? Je repars de la loi fondatrice du secteur, qui est la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Cette loi-là, elle intervient quelques années après les premières réglementations sur l'hôpital, et c'est un peu la transposition au secteur social et médico-social de ce qui avait été fait dans le sanitaire. Elle nous apporte deux éléments, les mécanismes d'autorisation qui ont pour objectif de s'assurer que les gestionnaires ont les compétences pour accompagner les usagers, et d'un autre côté, apporter un certain nombre de garanties de financement pour les établissements. Ce sont pour moi les deux grands axes de la loi 65, avec à cette époque-là une certaine souplesse, c'est-à-dire que l'objectif, c'était pas de bloquer le développement du secteur, c'était de s'assurer que les gestionnaires qui postulaient pour pouvoir créer des établissements aient les compétences adéquates, avec un certain nombre de travers qu'on a pu connaître parfois. C'est que des établissements ont pu être autorisés sans bénéficier de financement, et on verra que c'est ce qui va être un des motifs de la loi du 2 janvier 2000. Juste avant d'arriver sur la loi du 2 janvier 2002, je me dois d'évoquer la loi de 1986 d'adaptation de la législation sanitaire et sociale au transfert de compétences en matière d'aide sociale et de santé. Cette loi-là, en réalité, c'est une loi de décentralisation. Donc, pour nous, elle est importante, d'une part, parce qu'elle fait du département collectivité territoriale un acteur majeur de l'accompagnement et du développement des établissements, mais elle va porter aussi en germe un certain nombre d'éléments importants en termes de planification. Pour la première fois, la loi de 86 évoque les questions de schéma départemental d'organisation sanitaire et sociale qui vont nous intéresser par la suite en termes de planification. J'en arrive donc, après cette loi de 2002, à la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale, qui est une grande loi pour notre secteur, avec d'afficher une dimension politique très importante qui est de remettre l'usager au cœur du dispositif. Vous vous souvenez de ce discours, avec la reconnaissance des droits des usagers, ce qui a amené dans les établissements la mise en place du contrat de séjour ou document individuel de prise en charge, le livret d'accueil, règlement de fonctionnement, projet d'établissement, etc., etc. Mais en réalité, surtout à côté de ça, on va avoir un premier tour de vis financier qui va intervenir. C'est-à-dire que pour moi, la loi de 2002 est surtout une loi de régulation du secteur pour canaliser son développement.
d'une part au travers de la planification qui va devenir opposable, qui devient un vrai outil pour la puissance publique, que ce soit les collectivités territoriales, départements ou les différents services déconcentrés de l'État. À l'époque, c'était les DAS et les DDPJJ. La planification devient un élément important. Elle s'accompagne d'un corpus de règles en termes d'autorisation qui devient beaucoup plus contraignant. C'est-à-dire que la loi du 2 janvier 2002 avait mis en place le mécanisme d'autorisation, mais un mécanisme d'autorisation relativement souple. Vous aviez une idée, un projet d'établissement, vous déposiez le dossier à la préfecture, les services de la DAS l'instruisaient. Si au bout de 6 mois, il n'y avait pas de réponse, ça valait acceptation. Donc, un mécanisme relativement souple. La loi du 2 janvier 2002, elle va mettre l'initiative de la création des établissements entre les mains des administrations. Vous vous souvenez, c'est le système des fenêtres dans le cadre duquel l'administration définit à quelle période vous pouvez déposer vos dossiers. Si vous les déposez en dehors de ces périodes, votre dossier est rejeté d'office. Si vous le déposez dans la période, encore faut-il qu'il soit complet. Si par bonheur, vous avez déposé un dossier complet, l'administration a 6 mois pour l'instruire et à l'issue des 6 mois, si elle ne vous apporte pas une réponse favorable, ça vaut rejet de votre demande. Donc, vous voyez, la proposition s'est inversée. D'une initiative venant du terrain, on passe à une initiative venant des administrations. On est donc sur un contrôle a priori qui est très important. On va aussi avoir un contrôle a posteriori avec les règles de contrôle et d'évaluation des établissements qui arrivent, les évaluations internes, les évaluations externes. Je ne rentre pas dans le détail, c'est des choses que vous connaissez bien, qui, à l'instant où on se parle, sont encore valables. Hein, vous comprenez ma précision sur la temporalité en disant à l'instant, puisqu'il y a eu un cavalier législatif qui avait été mis dans la loi de financement de la sécurité sociale dernièrement, qui a été invalidé par le Conseil constitutionnel, estimant que ce n'était pas sa place, on ne faisait pas une réforme ou une modification substantielle des règles d'évaluation des établissements dans une loi sur le financement de la sécurité sociale. D'accord donc, les évaluations sont un élément important. Et puis, on va avoir aussi qui se développent les règles de contrôle avec les missions d'inspection qui sont possibles, administration provisoire, fermeture. Et enfin, dernier point qui pour moi est un des points fondamentaux de cette réforme, c'est la nouvelle tarification des établissements sociaux et médico-sociaux. Et là, l'administration reprend complètement la main. C'est-à-dire que si vous ne renvoyez pas votre délai votre budget au 31 octobre, tarification d'office. Si vous l'envoyez au 31 octobre, mais que votre budget est incomplet, tarification d'office. Si par la suite vous ne répondez pas dans le délai de 8 jours aux propositions de l'administration, tarification d'office. Donc, on a un basculement en faveur de l'autorité administrative pour la détermination de nos budgets. Nos marges de discussion vont considérablement diminuer. Et ça, vous l'avez senti, même si à l'époque, les CEPOM n'étaient pas encore développés comme ils le sont aujourd'hui. La loi du 2 janvier 2002 contient déjà la possibilité de faire des CEPOM. Il n'est pas question à cette époque de CEPOM obligatoires. Tout juste connaît-on dans le secteur des EHPAD les conventions tripartites, à défaut de quoi on n'a plus le droit de recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou de délivrer des prestations prises en charge par l'assurance maladie. Mais par contre, sur le champ du handicap, de l'enfance, des adultes en difficulté sociale, bon, ben là, on n'a pas encore les CEPOM, mais on a la possibilité de le faire. Et puis, va intervenir la loi de 2009 HPST, que la plupart d'entre nous connaissent très bien pour avoir vécu sa mise en œuvre, qui va créer d'une part les agences régionales de santé,
on sent un tournant sanitaire du secteur social et médico-social, où sont agrégés sous la même autorité administrative à la fois la dimension sanitaire, les établissements médico-sociaux, donc dans le champ du handicap, on y retrouve notamment les femmes, les masses, et puis ce que je qualifierais d'un peu un ovni, que sont les ESAT, puisque ne relevant pas de l'assurance maladie, ils sont quand même mis dans le champ des ARS au motif que la santé entendue au sens de l'OMS regroupe aussi le champ du handicap. Enfin bon, c'est une bonne astuce pour décharger et faire disparaître les DAS et DRAS de l'époque pour renvoyer à l'ARS ce champ de compétences. Autre point intéressant dans cette loi de 2009, c'est l'échelon régional qui devient un échelon important en termes de financement, le développement de tout ce qui est enveloppe limitative de crédit, dotation limitative de crédit, opposable aux gestionnaires, donc encore un tour de vis sur le financement, et surtout, en termes de régulation, nous avons l'apparition des procédures d'appel à projet, ce que je qualifie, moi, de pseudo-mise en concurrence, puisque l'administration, maintenant, doit publier un calendrier des appels à projets et ainsi permettre qu'il y ait plusieurs gestionnaires qui répondent aux attentes de l'administration. Également, à ce stade, il y a un nettoyage des règles de contrôle et de fermeture des établissements. Pour autant, les questions de ces pommes ne sont pas réévoquées dans la loi de 2009. On va en reparler à partir de la loi de financement de la sécurité sociale, dans le cadre de laquelle les CPOM deviennent obligatoires pour les ESMS dans le champ du handicap et pour les SIAD. Donc, pour ceux d'entre vous qui gérez des établissements pour personnes handicapées, et j'imagine que vous êtes les plus nombreux, vous êtes maintenant soumis au CPOM obligatoire avec une mise en œuvre progressive, ce qui fait qu'avec la période Covid, un certain nombre d'entre nous n'ont toujours pas contracté de CPOM, mais vous allez venir incessamment sous peu. On a également, en 2015, puisque je vous rappelle que la loi de financement de sécurité sociale de 2016, elle a été prise fin 2015, au même moment, le 28 décembre 2015, il y a la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement qui, entre autres mesures, réforme partiellement les procédures d'appel à projet. Cette loi-là, elle nous intéresse aussi parce qu'elle fait rentrer dans le champ des personnes âgées la reconnaissance que les EHPAD s'adressent à des consommateurs. C'est-à-dire que jusque-là, nous avions l'habitude de traiter les usagers comme des personnes handicapées, des personnes âgées, et on ne se posait pas la question de l'usager vu comme un consommateur. L'intérêt de cette question, c'est que derrière, ça amène à l'application du code de la consommation qui se veut protecteur pour les usagers, ou plus exactement pour les consommateurs, donc pour nous, les consommateurs usagers. C'est un point qui est important parce qu'aujourd'hui, on n'en voit pas forcément la traduction dans le champ du handicap, mais le moment venu, on pourra se réinterroger sur cette question. Alors, je vous précise quand même que pour les techniciens du droit comme moi, qui sont un peu plus avisés, on va dire, que la moyenne sur les questions purement juridiques, il existait déjà deux recommandations de la commission sur les clauses abusives au niveau national pour les maisons de retraite. C'est-à-dire qu'à deux reprises antérieurement, la commission des clauses abusives, après des enquêtes des différentes DGCCRF dans plus de 300 établissements pour personnes âgées, avait listé un certain nombre de clauses qualifiées comme abusives. Par exemple, le fait de dire que quand une personne âgée était dans une maison de retraite, s'il lui arrivait un incident, l'établissement n'était pas responsable. Ça, c'est une clause qui est inadmissible dans un contrat de séjour. D'accord ?
Et typiquement, pour moi, c'est une clause qui est transposable sans difficulté dans un contrat de séjour d'un foyer, quel qu'il soit, d'une masse, etc. D'accord? Je le précise parce que pas plus tard qu'hier, en révisant un contrat de séjour pour un établissement pour personnes handicapées, j'ai vu cette clause. D'accord? Donc, c'est une loi qui est importante et qui doit nous amener à nous interroger sur notre rapport à l'usager. Par la suite, on va avoir un certain nombre de lois de financement de la sécurité sociale qui vont venir compléter toute cette réglementation. On va avoir une ordonnance en 2018 qui réforme les règles de contrôle et de fermeture des ESMS. On va avoir la loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit d'expérimenter des délégations entre gestionnaires et autorités de tarification. Et puis, on arrive à la période Covid. La période Covid va réinterroger complètement la façon de prendre en compte les enjeux du secteur. Il y a un micro. J'arrête pas de passer de vision en vision entre deux rapports d'activité, c'est l'enfer. Oui, des plantations. Monsieur Clavel, je ne vous entends pas. Par contre, le fonctionnaire, si vous pouvez couper le micro. Voilà, merci. Je vous prie de m'excuser, même si je ne suis pas pour grand-chose. Donc, j'arrive, période Covid. La période Covid va réinterroger complètement le fonctionnement de vos établissements. Vous l'avez tous vécu, c'est une période pas comme les autres, et face à ces nouvelles contraintes, à ces nouveaux enjeux, à ces nouveaux accompagnements qu'il faut inventer aux établissements, quelque part, pousser les murs ou parfois travailler hors les murs pour des établissements. Je pense aux ESAT qui ont organisé des accompagnements de travailleurs handicapés qu'ils ne voyaient plus dans leurs murs. Donc, on n'est plus dans le travail et pour autant, il faut continuer à accompagner les personnes. Donc, face à ça, le gouvernement va prendre une première ordonnance le 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux, puis une ordonnance le 9 décembre 2020 qui va prolonger et rétablir ou adapter les dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Tout l'objectif de ces deux ordonnances, c'est de nous permettre de sortir du carcan réglementaire que je vous ai rapidement dépeint précédemment. Les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement, le législateur accepte de les mettre sous le tapis. La question de la qualification des professionnels à un moment où on n'arrive plus à recruter, où nos professionnels sont en arrêt maladie. De la même façon, on accepte d'y faire une dérogation. Les taux d'encadrement, on les met également de côté. Les questions de décision préalable d'orientation de la CDAPH avant l'admission dans un établissement, on nous en fait grâce. Vous, directeur, vous pouvez décider seul l'entrée d'une nouvelle personne handicapée dans un établissement. Bien évidemment, vous devez quand même informer la CDAPH, etc. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une notification. Vous pouvez dépasser vos capacités. Vous pouvez exercer dans d'autres cadres que celui de l'établissement. Je vous ai donné l'exemple de l'ESAT. L'ESAT est fermé. En réalité, il n'est pas totalement fermé. Les professionnels continuent à travailler de leur domicile, mais ils appellent ou parfois ils rendent visite aux travailleurs handicapés. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté à ce moment-là de vous donner une liberté certaine pour accompagner les usagers. Et en plus, magnifique, on nous sécurise les financements au-delà même de l'activité réelle qu'on a. C'était quand même une période extraordinaire. Alors, certainement pas facile à vivre en termes d'accompagnement des usagers, pas facile à vivre en termes d'accompagnement des professionnels, mais d'un point de vue regard qu'on peut avoir sur l'accompagnement des personnes et sur l'évolution du secteur,
quelque part, c'est une expérimentation à grandeur, à échelle 1, de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour permettre au secteur d'évoluer. Et là, ce qui nous intéresse, c'est que sur la base de ce vécu, le ministère va demander à deux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales de l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales de commettre un rapport sur comment mieux répondre aux attentes des personnes en situation de handicap à l'aune de ce qui s'est passé au cours de cette année 2020. Donc, on est dans une situation qui est très intéressante, c'est que d'une situation de crise, on essaye de faire un retour d'expérience pour faire évoluer le secteur. Alors, ça, pour moi, c'est la partie visible de l'iceberg. À certains égards, la question qu'on peut se poser, c'est que l'évolution de la réglementation a été toujours vers plus de contraintes pour les gestionnaires, vers plus de pouvoir de régulation pour les autorités de contrôle et de tarification. Quelque part, on arrive à un moment où, d'un point de vue organisation et gestion du secteur, on étouffe. Et tout le paradoxe, c'est qu'à ce moment où on étouffe, on sent des aspirations qui ne sont pas nées du Covid, nouvelles. C'est l'inclusion, c'est l'autodétermination, c'est les orientations à faire évoluer, c'est d'autres modes de prise en charge. Et ces modes de prise en charge, je pense principalement à l'inclusion, voire à l'autodétermination, réinterrogent fondamentalement complètement nos pratiques. Ce qu'on constate aussi sur cette période-là, c'est que les administrations elles-mêmes étouffent dans ce carcan réglementaire. Vous avez tous entendu parler des CNR, les crédits non reconductibles. Quelque part, ça a un moyen de sortir de ces règles de tarification dans lesquelles l'administration n'a pas de marge. Surtout, vous avez tous entendu parler des appels à manifestation d'intérêt, les AMI. Si vous prenez le Code de l'action sociale et des familles, vous n'en trouverez à aucun moment de disposition qui en parle. C'est une invention de l'administration. Pourquoi ? Parce que la procédure d'appel à projet est une telle usine à gaz que la capacité pour l'administration de mettre en place les EMASCO ou d'autres types d'organisations pour accompagner les personnes, ou prendre en compte différemment les enjeux de société, voire même pour l'inclusion, l'habitat inclusif, on se rend compte que la procédure d'appel à projet, même pour l'administration, ce n'est plus viable. Donc, on sort vers des appels à manifestation d'intérêt. Alors, à notre cabinet, on n'a pas encore été sollicité pour en contester. Il nous est arrivé de contester des appels à projet, pas des appels à manifestation d'intérêt, mais nous, on considère que c'est un dispositif qui est totalement illégal. Donc, pour moi, ce rapport, il tombe à point nommé. Et quelque part, je considère que la période Covid aura été plutôt un catalyseur, un accélérateur de la réforme qui était ressentie par tous. Encore une fois, autant les gestionnaires que les autorités administratives comme nécessaire. Et donc, ce rapport, on va y revenir après dans le détail, il trouve déjà deux premières applications. L'une dans la loi du 7 février 2022 relative à la protection sociale, où on étend le champ des CPOM volontaires au domaine de la protection de l'enfance, et surtout la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3DS, qui, elle, revient sur la question des autorisations des ESMS
pour personnes handicapées et prévoit un certain nombre de nouvelles exonérations pour la procédure d'appel à projet. Donc, on voit que cette loi 3DS, elle participe à desserrer le carcan administratif en laissant plus de marge de manœuvre, même si, à ce stade, on peut considérer qu'on n'est pas allé au bout de la logique. Il y a une réglementation que je n'ai pas intégrée dans mon historique, c'est le décret relatif à Séraphin PH. Alors, Séraphin PH, maintenant, tout le monde commence à voir ce dont il s'agit, une nomenclature des besoins et des prestations qui a été publiée déjà, et puis le travail qui est en cours sur la réforme de la tarification au travers notamment des expérimentations auxquelles certains d'entre vous participent peut-être, qui ont lieu actuellement avec une première phase sur 7 jours et une seconde phase sur 14 jours, dans le cadre desquels vous êtes amené à faire une analyse très précise du fonctionnement de vos établissements et services, où vous allez déterminer quelles sont les activités qu'on fait, combien de temps on passe pour accompagner un usager, quelle est la problématique de l'usager. On fait une analyse systématique de notre accompagnement. Donc, on est sur une réforme qui est, à mon sens, fondamentale et dont il est extrêmement important que chacun d'entre vous se l'approprie parce que ça va commander le fonctionnement de vos établissements à l'avenir et que vous allez devoir repenser vos organisations sur la base de Séraphin PH et plus généralement sur la base de ce qui est en germe dans le rapport. Alors, si on en vient sur le rapport maintenant, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il y a dans ce rapport. Ce qui me paraît important, c'est qu'il présente 21 recommandations classées en 4 chapitres. Alors, pour ma part, je considère qu'en réalité, et c'est le cas aussi d'Olivier, puisqu'on en échange fréquemment avec Olivier Poinceau, qu'en réalité, c'est plutôt 34 recommandations, parce que, par exemple, la 8e recommandation sur les fusions de toutes les catégories de SMS peut être en contient 2 en réalité, puisqu'il y a aussi permettre le regroupement dans une seule autorisation de AM. Bon, donc, il y a un certain nombre de recommandations qui sont suffisamment larges pour en réalité en contenir plusieurs. Toujours est-il que les 4 chapitres qui nous intéressent, c'est de réduire la segmentation des autorisations. L'objectif premier, c'est de supprimer les ESMS PH tels qu'ils existent aujourd'hui avec IME, ITEP, CESAD, etc., pour à terme n'avoir plus qu'une seule catégorie de SMS PH et aussi de gommer l'idée de la différenciation avec le type ou le niveau de handicap. C'est-à-dire que quelque part, un établissement devrait, et après on verra les bémols qu'il y aura à mettre, être en mesure de recevoir n'importe quelle personne considérée comme en situation de handicap. Deuxième chapitre, c'est celui relatif aux règles d'attribution des autorisations, où là, il y a une volonté de dispenser un certain nombre d'opérations d'appel à projet, notamment les regroupements de SMS, une volonté aussi de simplifier, de réécrire les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements avec l'idée d'avoir un socle commun. C'est-à-dire, à certains égards, pour ceux à qui ça parle, on va tirer un trait sur les annexes 24. Ça vous parle, je pense, les annexes 24 qui ont été codifiées. En réalité, à certains égards, elles existent toujours dans le Code de l'action sociale et des familles au travers des articles R312, 100, bon, je n'ai plus les numéros exacts en tête, mais elles ont été reprises.
Et donc, l'idée, c'est qu'on gommerait tout ça pour avoir un socle commun à tous les ESMS. Et après, éventuellement, on pourrait avoir des dispositions spécifiques, complémentaires, en fonction des handicaps. Troisième chapitre, c'est lever les freins au parcours des personnes. Et là, c'est la question de l'orientation CDAPH. C'est-à-dire que aujourd'hui, on comprend que le parcours avant d'arriver en établissement peut être un parcours relativement lourd, avec la problématique de la reconnaissance du handicap, de la définition du besoin, puis la décision de l'orientation, et encore faut-il que l'établissement ait des places. Là, l'idée, c'est que une fois que la personne serait reconnue en situation de handicap, n'importe quel directeur pourrait décider de l'admettre dans son établissement ou son service. Et on notifierait l'information à la CDAPH, bien évidemment. Mais on n'aurait plus un système d'orientation femmes, masse, tel qu'il existe aujourd'hui. Mais vous êtes personne en situation de handicap, vous pouvez aller taper à la porte de n'importe quel établissement ou service, et c'est ce dernier qui acceptera de vous accompagner s'il estime qu'il dispose des compétences et des moyens nécessaires pour le faire. Et là, on a à nouveau un point important, puisque ça doit être mis en œuvre en lien avec la nomenclature Séraphin PH. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui travaillaient sur la réforme du financement Séraphin PH, vous avez peut-être entendu parler dans les travaux préparatoires d'un socle tarifaire qui comprend un certain nombre de prestations et après des compléments en fonction de l'activité, en fonction de certaines prestations spécifiques. Et donc, vous voyez que le hasard fait bien les choses. Le rapport recoupe Séraphin PH. Je vous rappelle, Séraphin PH qui est antérieur au Covid. D'accord? Donc, vous voyez, en termes de cinématique de l'évolution du secteur et de la réglementation, on voit bien que le rapport n'est qu'un prétexte pour la transformation de l'offre, qui est en réalité l'enjeu fondamental. Et enfin, on a le dernier chapitre, qui sont les outils pour une appréhension globale et territoriale du handicap. Donc là, c'est plus la vision côté administration, avec l'idée de pouvoir créer un statut spécifique par convention avec les autorités compétentes, permettre la délivrance d'autorisations territoriales et non par établissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est souvent dans une logique, j'ai une masse qui est à Angers, donc je vais recevoir des personnes en situation de handicap à Angers ou sur un périmètre, je sais pas moi, de 20 km autour d'Angers. Là, l'idée, c'est que j'aurai mon autorisation pour accueillir des personnes en situation de handicap au niveau de mon beau département qui est le Maine-et-Loire, et à charge pour moi de déterminer un accompagnement plutôt de type masse ou plutôt femme, suivant les difficultés que rencontre la personne. Et d'ailleurs, pour accompagner un certain nombre de gestionnaires d'établissements belges, c'est la logique dans laquelle ils sont. C'est-à-dire qu'en Belgique, vous n'avez pas de masse, vous n'avez pas de femmes. Vous avez des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et à charge pour eux, après, de mettre en œuvre les prestations qui sont nécessaires à l'accompagnement des personnes. Voilà pour la présentation un peu synthétique de ce rapport. Je vous propose de passer en revue 3 ou 4 diapos complémentaires. Première diapo, ce sont pour moi les conséquences de cette réforme. Conséquences prévisibles, si la réforme devait être menée, bien évidemment. D'abord, on a une disparition des catégories juridiques d'établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes handicapées. Ce qu'on vient d'évoquer. On n'a plus qu'une seule structure d'accueil, à charge pour nous de bien définir quelles sont les prestations qu'on veut délivrer. Deuxième enjeu, disparition des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement qui seront redéfinies de façon plus générique. Donc, à nous, professionnels, de nous les approprier
pour déterminer ce qu'on va vouloir faire comme prestation et surtout, ça va être dans notre main que va être la définition des moyens qu'on met pour accompagner les usagers. La notion même de capacité autorisée est susceptible de disparaître. Est-ce qu'on va en venir à un droit de tirage comme on a dans l'aide à domicile? Dans l'aide à domicile, le service est autorisé sur le département du Maine-et-Loire, par exemple, qu'elle dispense 10 000 ou 50 000 heures, elle est payée, le service est payé de la même façon. C'est vrai que ce n'est pas dans notre culture. J'ai une masse pour 25 personnes en situation de handicap. Si j'en reçois 26, je ne serai pas payé plus cher. Et dans quelle mesure j'ai le droit de le faire? Donc on voit qu'on a là un enjeu qui s'accompagne d'une réforme sur la philosophie et les modalités de reconnaissance de la compensation du handicap. Et enfin, le pendant de tout ça, c'est la faculté pour un organisme gestionnaire de choisir votre projet d'établissement. Donc, on voit qu'on est sur des enjeux importants. Ça va donc, pour moi, se traduire par une recomposition de l'offre. En effet, il n'y aura plus qu'une catégorie juridique indifférenciée de SMS. On peut penser qu'une association qui gère 5 établissements ou 10 établissements dans un département, elle pourrait n'avoir plus qu'une seule autorisation pour gérer l'ensemble de ces dispositifs. Alors qu'aujourd'hui, on est en silo. À certains égards, ça pourrait aboutir à la condamnation des petits organismes gestionnaires infradépartementaux. C'est-à-dire qu'une association gestionnaire mono-établissement d'un foyer, est-ce que demain, avec cette réforme, ça aura toujours un intérêt? Ce sera d'autant plus simple que le recours à l'appel à projet ne sera nécessaire que pour les nouvelles créations ex nihilo. C'est-à-dire qu'on voit que dans ce schéma-là, la procédure d'appel à projet va voir son champ d'intervention extrêmement limité. C'est-à-dire que ce qui était à l'issue de la loi de 2009, la règle générale pour tous les établissements percevant des financements publics, va devenir, à mon sens, une part minoritaire de l'activité, du développement de l'offre de services. Ça doit être mis aussi en lien avec le développement des CEPOM. Est-ce que ce ne seront pas surtout les CEPOM qui amèneront à déterminer le périmètre des interventions de chacun? Et c'est au niveau du CEPOM, à mon sens, que la négociation réelle sur les prestations à délivrer et les financements va intervenir. Alors là, je pose tout de suite une question. J'attire tout de suite votre attention sur un enjeu, c'est que encore faudra-t-il que les CEPOM ne soient pas négociés comme ils le sont aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'ARS qui vient avec son chéquier, qui vous dit « moi, j'ai en banque tant, je suis d'accord pour vous financer tant. Si vous avez un peu de chance, vous avez des dispositifs, vous en discutez, on peut les faire évoluer. Puis si vous n'avez pas de chance, ça vous dit périmètre constant plus temps de place dans tel établissement. » D'accord? Les marges de discussion dans les CEPOM sont souvent très limitées. Et dernier point qui a une certaine importance, alors personnellement, je n'arrive pas à mesurer si c'est simplement périphérique ou si c'est significatif, c'est la volonté d'une certaine porosité entre le champ du handicap et le champ de l'enfance, puisqu'il semblerait que dans le champ de la protection de l'enfance, un nombre significatif de jeunes pris en charge pourrait relever du handicap psychique et donc il faudrait prévoir des passerelles entre ces deux domaines d'activité. Quand on a vu ces questions de recomposition de l'offre, on peut s'interroger
sur la nouvelle dimension que doivent prendre les directions. Alors d'abord, vous allez avoir la difficulté au sein de vos établissements de définir l'offre de prestation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une offre de prestation qui s'impose à vous, c'est celle qui est définie dans votre autorisation. Demain, si on fait exploser les murs, les barrières entre les établissements, celui qui gère aujourd'hui une masse, peut-être qu'il va devoir penser son budget pour faire de l'accompagnement en établissement et de l'accompagnement à domicile. De l'accompagnement permanent, de l'accompagnement intermittent. Je ne retrouve pas toujours mes mots, je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas retrouvé le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous allez devoir repenser complètement les prestations que vous délivrez. Et j'ai sciemment utilisé le terme prestation pour que dans votre esprit, ça renvoie à la nomenclature Séraphin PH. D'accord? Nomenclature des besoins et des prestations. Alors, j'ai mis aussi entre parenthèses en ex-projet d'établissement ou service. Est-ce qu'on aura toujours cette notion de projet d'établissement, projet de service? Est-ce qu'on n'aura pas plutôt un projet de dispositif au sens large? Donc, il y a, à mon sens, pour les directions, un travail important sur lequel vous pouvez d'ores et déjà commencer à réfléchir à l'aune de la nomenclature Séraphin PH. D'autre part, se posera la question pour vous de comment prendre en compte ce qui serait le nouveau socle des conditions techniques d'organisation et de fonctionnement. Parce que aujourd'hui, pour certaines activités, vous avez des ratios qui sont clairement déterminés, pour d'autres, on n'en a pas. Si je suis dans un mode hybride, je reprends mon exemple de masse qui a là de masse que je transforme en dispositif hébergement et domicile, je ne vais plus avoir les mêmes ratios d'activité, les mêmes ratios d'encadrement. Je ne vais plus forcément avoir les mêmes professionnels. Donc, ça va être pour vous un travail va falloir se réinterroger sur notre façon d'accompagner. Troisième point, non des moindres, c'est les décisions d'admission des personnes en situation de handicap en lien avec la nomenclature Séraphin PH, une nouvelle fois. C'est-à-dire que si la réforme allait au bout de ce qu'évoque le rapport, vous allez vous retrouver, vous, directeur, comme la personne qui dit si la personne peut entrer chez vous ou pas. C'est une lourde responsabilité. Sachant qu'en plus, vous avez toutes les questions d'inconditionnalité de l'accueil, de traiter l'objectif zéro solution, le rapport zéro solution plutôt et compagnie. D'accord? Donc, pour vous, il y a un enjeu important parce que j'accueille un autiste qui a un certain nombre de troubles de comportement pour lesquels je n'ai pas forcément les équipes qui sont compétentes ou en nombre suffisant. J'ai un accident, qui est responsable? Là, pour vous, professionnels, il y a un impact direct sur vos pratiques professionnelles. L'importance d'avoir une équipe pluridisciplinaire, d'avoir éventuellement un comité d'admission, pour pas que ce soit le directeur qui prenne tout seul la décision, mais ce que vous faites déjà, je pense, mais que ce soit bien une équipe pluridisciplinaire qui vous aide à prendre la décision. Sinon, quid de votre responsabilité pénale et financière? À titre indicatif, vous avez une décision récente qu'on a commentée sur le blog d'un IME qui a été condamné par un tribunal judiciaire parce qu'un de ses usagers n'avait pas suffisamment d'heures d'accompagnement, alors même que l'IME ne pouvait pas lui en donner autant qu'il le souhaitait parce qu'il n'avait pas les financements. C'est-à-dire que c'est à se taper la tête contre les murs. J'ai l'administration qui me donne un volume financier qui me permet de déterminer un temps de financer
X heures d'accompagnement des personnes, sauf que certaines personnes ont des besoins supplémentaires, je ne peux pas y faire face, et ben je suis responsable financièrement. Voire avec injonction de mettre en place l'accompagnement. Vous voyez, donc sans aller jusqu'à la responsabilité pénale, on voit à nouveau revenir les enjeux financiers au travers de ce qui peut être considéré comme de la consommation aussi. Je suis usager, j'ai le droit à, vous ne me donnez pas, je vous assigne au tribunal. D'accord? Donc, ce sont des enjeux importants pour vous et qui amènent, à mon sens, à ce que les directions d'établissement prennent une dimension supérieure, différente, je ne sais pas trop comment la qualifier, pour appréhender tous ces enjeux. Avant d'arriver sur les questions de financement, l'enjeu aussi qui me semble important, c'est l'accompagnement des professionnels, parce que on est dans des activités de main-d'œuvre, des métiers qui ne sont pas faciles, et il faut continuer à motiver les troupes pour qu'ils fassent du bon boulot. C'est important de continuer à les responsabiliser. Il faut les informer sur les enjeux. Il faut les impliquer dans la démarche de transformation. Et surtout, ce qui pour moi est fondamental, c'est de les former. D'accord? Pour ce que je vous ai mis là, ce sont des évidences, mais elles nécessitent d'être rappelées parce qu'on sent que l'évolution est très importante. Je vais vous donner un exemple qu'on vit dans un certain nombre d'établissements, notamment sur les ESAT, où vous savez qu'on va vers la transformation de l'offre. Vous savez que il y a eu déjà une circulaire, ça devait être en 2008 ou 2009, qui a mis fin à ce qui était les activités niveau 1, niveau 2. Vous savez, tout ça a été remis en cause. Pour autant, dans certains ESAT, j'ai encore des musicothérapeutes, j'ai encore des métiers plutôt éducatifs. Et aujourd'hui, on parle plutôt de job coach. On évolue dans l'accompagnement. Or, est-ce que mon EduxP, il est capable de devenir demain job coach? Si oui, il va falloir quand même que je l'aide, parce que est-ce qu'un éduc qui se sent, ou un moniteur éducateur, ou un moniteur d'atelier, il se sent d'aller causer avec un chef d'entreprise sur le projet d'une personne en situation de handicap et les problématiques dans le travail ordinaire? D'accord? Alors, un des clients avec qui je discutais me disait, bah oui, mon problème, c'est que, vous allez voir que c'est un peu taquin, mais mon EduxP qui vient habillé à la cool, si je l'envoie comme ça devant le chef d'entreprise, comment il va être reçu? D'accord? Au sens, comment la personne va apporter une crédibilité à son discours. Donc, il y a vraiment un accompagnement important du côté des professionnels et sur lequel j'attire votre attention, mais je pense que pour vous, ça relève d'une certaine évidence. Dernier point, et non des moindres, c'est la question des financements. Parce qu'on nous parle beaucoup de réformes, beaucoup d'évolutions. On sent que la réforme, elle a un intérêt certain. Je pense qu'à certains égards, elle répond aussi à certaines aspirations, avec malgré tout des risques. Alors, je ne suis pas rentré dans tout le détail, et notamment la crainte qu'on peut avoir, c'est que certaines personnes en situation de handicap se retrouvent laissées sur le bord de la route parce qu'elles ne sauront pas aller chercher les prestations qui les concernent, voire qu'on aura plus de mal à identifier certains handicaps. Je pense au handicap psychique dans certains cas, qu'on retrouve notamment beaucoup dans les CHRS aussi. On a parlé du champ de l'enfance, mais dans le champ des adultes en difficulté sociale, on retrouve cette difficulté. Donc, sur la question des financements, aujourd'hui, on est sur des marges de manœuvre très limitées, tarification annuelle, CPOM obligatoire de plus en plus, et parfois CPOM c'est facultatif, mais qui sont relativement marginaux. L'enjeu qu'on va avoir en termes de financement, en sachant que l'enveloppe qui existe aujourd'hui, elle ne sera pas augmentée du fait de la réforme. Comment
on va réallouer les moyens. Qui va devoir faire ces arbitrages? Est-ce que c'est l'autorité de tarification ou est-ce que c'est chacun d'entre nous quand on va se réinterroger sur la transformation de nos prestations? Je passe, encore une fois, d'une masse à un accompagnement hébergement, accompagnement domicile. Est-ce que j'augmente ma capacité? Je développe de nouvelles prestations d'accompagnement, parfois des métiers qui n'existent pas. Hein. On a pris l'exemple des job coach pour les ESAT, mais peut-être que vous, en masse, vous aurez d'autres idées qui vous viendront, d'autres besoins. Est-ce qu'il ne va pas y avoir besoin, une fois qu'une personne est identifiée comme en situation de handicap, de référents avis ou de services référents avis au même titre qu'on a des services de tutelle? Est-ce que c'est les services de tutelle qui vont voir leurs prestations évoluer d'une tutelle à un accompagnement social? C'est des questions, hein, avec des enjeux importants. Et derrière, pour nous, comment on réalloue les financements qu'on a aujourd'hui? Alors, Séraphin PH, tels que les premiers éléments ressortent aujourd'hui, nous donnent des idées, puisque tarification socle, ça voudrait dire qu'on nous sécurise une base et qu'autour de ça, on a des financements complémentaires en fonction de prestats qu'on détermine. Donc, vous voyez, on est vraiment à un moment où ce rapport, pour moi, doit nous amener à nous réinterroger sur nos pratiques professionnelles, sur la façon dont on accompagne les personnes, parce que ça reste bien évidemment le cœur de vos préoccupations. Comment va-t-on accompagner nos professionnels dans cette démarche? Nous-mêmes, comment allons-nous appréhender en termes de direction l'évolution de nos établissements? Et puis, bien évidemment, comment les financera-t-on? Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous apporter de ma lecture du rapport à l'aune de l'évolution de la réglementation. Donc, je vous propose de vous redonner la parole et s'il y a des questions ou un débat, je suis très attentif à ce que vous allez pouvoir exprimer. Alors voilà, donc effectivement, on est arrivé après à la fin de l'intervention de Maître Nathalie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'attendais à ce qu'il y ait des messages envoyés pendant l'intervention. Vous pouvez connecter votre micro et je vais essayer de faire le gendarme de distribuer la parole. Martine, tu peux réactiver ton micro si tu veux prendre la parole. Vous pouvez lever la main physiquement ou via les petits emojis en bas de l'écran. Moji. Emoji. Oui. Bonjour, monsieur Nathalie. On était en contact téléphonique dans un autre cadre, voilà, mais comme ça, on met un visage sur un nom. Vous parlez du rapport et puis vous parlez de la réforme, mais la réforme, elle n'est pas encore, elle est dans les tuyaux, elle n'a pas encore été publiée, là. Alors, la réforme, quand je parle de la réforme, je vais être plus précis. Il y a la réforme proposée par le rapport et il y a les éléments de réforme qui arrivent au fil de l'eau. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, quand la loi récente, c'était le mois dernier, nous dit qu'on casse les catégories d'établissement, on est dans la réforme. En réalité, aujourd'hui, il y a déjà des premiers éléments de simplification qui sont intervenus. C'est-à-dire que je ne suis pas convaincu qu'on verra une nouvelle grande loi au même titre que 75, 2002, 2009, si on considère que ce sont les grandes lois qui ont jalonné l'évolution du secteur. Je ne pense pas qu'on sera dans ce cadre-là. Je pense qu'on va plutôt avoir une réforme larvée avec la reprise progressive d'un certain nombre de réglementations. Voilà, mais on n'aura pas une grande loi. Ça irait par petites touches. Exactement, par petites touches.
voilà, par exemple, vous avez une autre touche qui est déjà intervenue, qui nous concerne, mais un peu indirectement, c'est la transformation des SIAD, SPASAD et SAD en services autonomie à domicile. D'accord? On voit que de 3 catégories, il n'y en a plus qu'une, et on casse aussi les, les autorisations antérieures. D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Effectivement, enfin, quand on n'a pas eu conscience que, que c'était des petites touches de quelque chose de plus gros, ça impressionne. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'on verra dans 6 mois ou dans un an sortir une nouvelle réglementation. Mais quand on voit que la loi 3DS, que je vous ai citée tout à l'heure, elle est du 21 février 2022. Je ne savais plus si c'était le 22 ou le 21, parce qu'il y en a une sur la protection de l'enfance le 7 février 2022 et celle-là le 21 février 2022. Revient à nouveau remettre en cause la procédure d'appel à projet pour créer de nouvelles exonérations. On est dans la ligne du rapport. Hein. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, la transformation de l'œuvre, elle est à l'œuvre et elle va se faire progressivement. Et les fédérations ont réagi? Je ne conseille pas les fédérations. Bien. Voilà, mais elles interviennent parfois dessus quand même, je pense. Je crois qu'il y a M. Delan-Voisin qui souhaite intervenir. Et, Bonjour. et Betty aussi après. Moi, j'ai une question supplémentaire. Là, on parle de dispositifs qui se mettent en place, on est d'accord. Vous m'entendez mal? Et par moments, ça grésille. Ah, je suis en Charente-Maritime, il y a la tempête. C'est plus en fonction de votre place par rapport au micro que ça joue, j'ai l'impression. C'est mieux là. C'est plus près. Ah non. Bah, en fait, non, ça ne change rien. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir poser mes… Si, On vous vas-y entend à là, nouveau. Hubert. Ce que je comprends aussi dans cette évolution, c'est la prise en compte de la personne, c'est-à-dire de son choix qui va être de façon plus importante. Donc, on va aussi avoir des personnes qui vont souhaiter des coordinations de parcours et des parcours totalement pas anarchiques, mais pas dans ce qui nous correspond actuellement. Donc, ça aussi, ça va être une complexité que je voulais introduire. On l'a vu avec Jean-René Louba qui nous disait que le secteur libéral va prendre une place importante. Donc, ça va certainement troubler aussi les dispositifs et la façon dont on peut organiser les prestations, puisque la personne sera maître de son choix. C'est quand même faire ça que on s'oriente. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à trouver. Bon, je reviendrai sur le débat après, mais je trouve qu'on est toujours je sais pas que je prends pas la spécialisation, mais quand même, il va falloir vraiment être très attentif et trouver un moyen avec les coordinateurs de parcours de garder une place. Je pense que c'est notre… mais quand je parle de coordinateurs de parcours, ce n'est pas des coordinateurs internes. Beaucoup de directeurs en ce moment, au lieu de payer les chefs de service, faites des coordinateurs de parcours. Ce sont des coordinateurs de parcours interinstitutionnels, c'est-à-dire qui suivent la personne, ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, on peut l'appeler autrement, mais je pense que là, il va falloir être très attentif parce que le secteur libéral, on le voit en Scandinavie, la personne choisit son parcours. Elle va demander un tout petit peu de prestations dans l'IME, ou qui ne se rappellera plus l'IME, mais et elle va demander un accompagnateur en sport, un accompagnateur en musique, et ils peuvent avoir jusqu'à 8 accompagnateurs. Donc je pense qu'on s'y dirige. Hein. Ça va être une évolution aussi qu'on ne perçoit pas, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais qui s'accélère. Voilà, je reviendrai tout à l'heure sur la discussion. Diego n'est pas ton ami, hein, Hubert, je confirme. Qui est-ce qui est ton ami? Diego, la tempête.
Donc, une réponse, maître ou... Ouais, je veux bien. Après, c'est une réponse, c'est plus une observation. Hein, puisque là, on est un peu dans la prospective de l'évolution. Moi, je partage assez que la question de ce qui est qualifié de plus en plus de coordinateur de parcours va être une question fondamentale. Déjà parce que on peut imaginer que c'est quelqu'un qui est susceptible d'influencer aussi la personne dans ses choix de prestations. D'accord? Parce que certaines familles vont être en mesure d'accompagner leurs proches en situation de handicap et aller chercher les prestations qui vont bien. D'autres familles vont être plus éloignées et la personne va se débrouiller avec une capacité parfois limitée à choisir des prestations. Et puis, on se doute que les accompagnateurs vont faire des propositions et que la personne dira oui ou non, voire des propositions qui seront peut-être parfois un peu plus affirmatives. Voilà, c'est des choses qu'on peut imaginer. Donc, je rejoins assez l'idée que, idéalement, ce serait bien que les coordinateurs de parcours soient indépendants des gestionnaires des organismes qui délivrent les prestations. Parce que sinon, quelque part, venez chez moi, je suis association du mouvement parental. Je dis cet exemple-là sans vouloir stigmatiser personne. Mais comme on sait que les ADAPI, API ou autres, ont souvent un panel de services dans le champ du handicap qui est assez large, ben, quelque part, vous restez dans les prestations qui sont dans le panel de services de notre association et on ne vous pousse pas à aller voir ailleurs, alors que peut-être que quelqu'un qui serait un peu plus indépendant pourrait dire ben, il y a peut-être d'autres solutions à envisager. Il y a d'autres collègues qui savent mieux prendre en charge les prévalences en termes de handicap que vous avez. Donc, voilà, pour moi, là, il y a un sujet de discussion, de réflexion sur la question des coordinateurs de parcours. Betty? Oui, alors moi j'aurais deux interrogations, mais qui se rejoignent un peu. La première, tout à l'heure, vous avez parlé voilà, de suite aux ordonnances sorties de la crise sanitaire où on avait obtenu finalement plus de liberté et notamment l'absence de notification MDA, MDPH et voilà, tout en informant par la suite. Mais en fait, on s'est aperçu que oui, sur la partie administrative, ça a pu fonctionner, mais sur la partie financement et notamment aide sociale, il n'y avait pas eu de suite, quoi. On est resté sur un dispositif classique et en fait qui ne correspondait pas au mouvement actuel. Et on le voit aussi, ça a été un premier exemple, mais on l'a encore aujourd'hui sur tous les dispositifs RAPT, où en fait vous avez un coordonnateur RAPT qui souvent est de compétences conseil départemental, sauf qu'au bout du bout des PAG, on a plein de sigles, c'est super, des PAG sont décidés, sauf qu'au bout du bout, personne ne sait qui va les payer. Quid de l'aide sociale, du conseil départemental, de l'ARS, tout ça se mélange et on voit bien que le grand mouvement de parcours de l'usager n'est pas suivi d'effet au niveau de la souplesse nécessaire administrative et financière. Ça, c'est une première chose. Si vous avez peut-être des éléments de réponse, mais en lien avec peut-être la loi 3DS. Et l'autre chose qui se rejoint aussi, c'est le problème, plus de différenciation entre les types de handicap. Mais là aussi, comment est-ce que l'on va faire? Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une partie de nos établissements qui sont compétences conseil départemental, compétences ARS, voire parfois les deux. Et ça, c'est encore quand c'est le plus simple. Et en termes de mission, la santé aujourd'hui, c'est l'ARS, mais quand on est compétence que conseil départemental, eh ben, ils ne savent plus faire, il n'y a plus de coopération. Donc, si demain, tout est indifférencié, comment va-t-on faire avec de multiples financeurs ou de multiples missions? Toujours de la part de nos administrations. Alors, j'ai pas de réponse réglementaire puisqu'à ce stade, on n'a rien. Moi, ce qui me semble, ce qui serait la logique, mais je vous donne ma logique, ce n'est pas forcément celle de l'administration, hein, je précise. C'est que
si je prends la nomenclature Séraphin PH, nomenclature des besoins et des prestations. En toute logique, on devrait avoir des coûts de prestations qui pourraient être prédéterminés. Une nomenclature, c'est ce qui fait dire à certains que la nomenclature Séraphin PH, Betty nous a quittés. Non, je suis là. Ah, pardon, vous avez changé de case, excusez-moi. Je ne sais plus comment s'appelait ce jeu à la télé où on les voyait dans des cases. Et voilà. Donc, au travers de Séraphin PH, on a des prestations qui sont déterminées et on détermine un coût, ce qui nous renvoie à certains égards à une tarification à l'acte. Et c'est pour ça que vous entendez régulièrement des personnes qui disent que Séraphin PH, c'est une forme de sanitarisation. Et d'ailleurs, on l'a mis, nous, sur notre blog du secteur, puisqu'on se rapproche de la tarification à l'acte. Et ce sera un moyen de solvabiliser les prestations, mais sous réserve que chacun, quand il fait son prévisionnel, il n'ait pas trop de mauvaises surprises. D'accord? Parce que si derrière, il y a 10% de moins de personnes qui viennent vous voir et que vous n'avez pas les 10% de prestations que vous avez prévues, bah, votre budget il peut être déséquilibré à la fin. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Néanmoins, là où on a des éléments quand même d'information que je pourrais essayer de vous retrouver pour vous le présenter, lorsque je suis intervenu récemment en handicap et les personnes avec qui je suis intervenu étaient dans le groupe de travail sur la tarification et la transformation de l'offre. Et notamment, en fait, comment on va financer les établissements et services dans le cadre de Séraphin PH. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer la diapo. Hein, il n'est pas interdit de la présenter. Je vais juste essayer de rester sur la bonne. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. L'idée, c'est que sur cette diapo, vous avez en bas une prestation socle. Laquelle prestation socle, excusez-moi, comprend un certain nombre d'éléments pour le financement des établissements. Et après, on a des systèmes de majoration qui seront déterminés en fonction des personnes accompagnées et qui viennent en dehors du CEPOM. Et enfin, on a des financements compléments qui sont négociés entre les autorités de tarification et le gestionnaire. Et puis, on a un financement à la qualité. Alors, vous voyez, il y a deux ronds ajoutés. C'est parce que donc la réunion devait avoir lieu dans la première quinzaine de mars. Et juste avant, ils avaient eu une réunion de travail dans le cadre de laquelle on leur avait donné ces éléments-là. Donc, voilà, ça, c'est des éléments du schéma de financement liés à la transformation de l'offre et la mise en œuvre de Séraphin PH. Quand je vous ai dit ça, je vous ai dit le maximum de ce que je peux avoir compris de ce qui pourrait, donc je remets encore un conditionnel, être l'évolution de votre financement. Je crois qu'il y a Martine Sellier qui veut poser une question. C'est parce qu'elle a levé la main qu'effectivement, ça a redistribué l'ordre des cases. Et pour votre gouverne, c'est l'Académie des Neufs, l'émission en question. Oui. Moi, j'avais une question d'abord. Quel lien vous faites avec le rapport de M. Pifteau du 15 février 2022 sur experts, acteurs, ensemble pour une société qui change? Alors, oui. Moi, je pense qu'on est toujours dans la continuité, c'est-à-dire que zéro solution, expert, etc. On est dans une évolution où, en fait, on veut sortir de la mécanique où on avait une orientation à un instant T et on allait volontairement de façon caricaturale et provocatrice
enfermer la personne dans un établissement et après on s'en préoccupait plus. Hein, je présente ça de façon un peu extrêmement simpliste, mais ça correspondait quand même à une époque, vers une prise en charge où on part des besoins de la personne, de ses attentes, et on construit l'offre vis-à-vis d'elle. Mais ce qui signifie qu'il faut réinterroger complètement les dispositifs actuels. Oui, alors je partage, et puis je voulais aussi partager et confirmer ce que disait Betty tout à l'heure. On a eu une personne qui est en centre d'accueil d'activité de jour, donc accueil uniquement en journée, qui a souhaité faire un accueil temporaire en foyer d'hébergement, et la MDA m'a dit non, et je n'ai pas d'aide sociale, donc si je le fais, c'est uniquement par le biais de stages, et donc pas de financement et de prise en compte de cette personne au niveau de l'établissement. Donc quand on parle, voilà, il faut aussi que nous, on s'adapte et qu'on réforme notre accompagnement. Il y a aussi la MDA et nos tarificateurs à interroger dans ce sens-là. Et puis, il y a une chose qui est certaine, c'est que, de toute façon, aujourd'hui, les administrations, elles sont gênées. Elles fonctionnent dans un carcan. Et vous savez que l'administration est très enfermée dans ses règles. Une ligne budgétaire, c'est une ligne budgétaire. Donc, si j'ai une ligne budgétaire pour financer la partie soins des femmes et des masses, je ne peux pas l'utiliser pour aller donner un ETP d'infirmiers pour un foyer d'hébergement. Alors même qu'on sent qu'aujourd'hui, l'évolution des populations que vous accompagnez le nécessite. Moi, j'ai eu la situation dans des établissements pour enfants aussi, où on a maintenant parfois des infirmiers à temps plein dans des maisons d'enfants à caractère social. Alors, la question, elle se règle assez facilement. Le département finance 100%, mais dans quelle mesure ça ne devrait pas être l'ARS? C'est du soin. Alors, on n'est pas dans le champ du handicap. Mais pour autant, alors, autre petit point sur lequel je ne suis pas revenu, mais qui est toujours intéressant à regarder, c'est qui sont les auteurs de ce rapport. Je ne sais pas si vous aviez regardé un petit peu cette question-là. Vous avez d'un côté, donc ces deux inspecteurs généraux des affaires sociales, deux IGAS, une qui a fait tout son cursus médical, orientation médecin. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une petite chose amusante, c'est qu'elle préconise que les résidents qui vont prendre des prestations à l'extérieur sur prescription, ça doit être remboursé. Alors qu'aujourd'hui, vous savez très bien que c'est interdit. Hein. Si vous avez un IME, puis que vous avez un usager qui, le samedi matin, quand il est rentré chez lui, va chez l'orthophoniste, c'est vous qui devez payer. Ce n'est pas l'assurance maladie qui finance, puisque vous avez une prise en charge globale. Donc, voilà, on sent que quand même c'est assez teinté de sanitaire. Et le deuxième, c'est quelqu'un qui a travaillé à la direction générale de la cohésion sociale. Donc voilà, deux cursus un peu intéressants à regarder et qui teintent encore une fois de sanitaire la démarche. En plus, autre petit point, il y a un certain nombre de choses qui sont assez inexactes. Par exemple, ils nous disent que l'autorisation, c'est un droit pour le financement. Non, normalement, l'autorisation, c'est le droit de fonctionner. L'habilitation, c'est le financement. Et on voit qu'il y a un mélange des genres, mais qui s'est développé depuis la loi du 2 janvier 2002, où on lie tout au financement. Alors que normalement, une autorisation, elle peut très bien être délivrée, même si on n'a pas de financement public. Il y a les mêmes obligations d'autorisation. Donc voilà, là, on a un certain nombre d'enjeux sur lesquels il faut être vigilant en fonction des auteurs des rapports. On a des approches différentes. Une question un peu naïve peut-être, mais vous parlez des personnalités des deux inspectrices ou inspecteurs. Est-ce que, à l'instar de ce qui s'est fait pour l'évaluation externe, ces personnes-là ont pris attache auprès de professionnels de terrain
ou de fédérations de professionnels de terrain avant d'édicter un peu leurs règles, ou est-ce que c'est des règles qui ont été fomentées dans les bureaux ministériels? Non, non. Ils ont quand même fait des enquêtes de terrain. Alors, je réouvre le rapport pour voir un petit peu plus précisément parce que je n'ai pas retenu dans le détail ce qu'ils avaient auditionné. Mais vous avez le rapport en lui-même fait 80 pages, mais quand vous le téléchargez, il fait 238 pages parce qu'il y a un certain nombre d'annexes qui viennent rapporter ce qui s'est dit pendant les enquêtes. Donc, vous avez la liste des personnes qualifiées, les personnes qui ont été entendues. Et donc, on voit que l'UDIN-DMR a été entendu, l'UNIOPS, l'UNAFAM, Santé Mentale France, l'UGCAM, etc. Alors, je ne vais pas tous vous les citer. Donc, ils ont essayé quand même d'avoir une vision assez exhaustive. Quelqu'un, une question? Monsieur Cochet. Oui, Pardon. la petite main jaune, mais je ne l'ai pas trop. Ouais. Bon, moi, c'était plus une observation générale. Enfin, c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais effectivement, on est enfermé dans des carcans avec aujourd'hui des législations qui sont très lourdes et contraignantes, mais en même temps, on est un petit peu attaché parce que ça rassure. Et quand on voit des perspectives comme ça de libéralisation, en fait, importantes, forcément, ça inquiète. Et en parallèle, on voit aussi beaucoup se développer de recommandations, de bonnes pratiques, de choses comme ça. Et j'ai l'impression que le nouveau schéma, il va être différent, quoi, avec peut-être un cadre législatif réglementaire très allégé, très simplifié, et au contraire des recommandations, ce qu'on a du droit mou, entre guillemets, qui va être très important. Et bon, je ne sais pas si ce sera mieux. Mais bon, après, tout dépend d'où on se positionne. Ça peut être aussi des opportunités dans un certain nombre d'organisations de pouvoir aussi compter sur ces assouplissements. Je partage tout à fait votre observation sur le fait de passer d'un carcan qui est rassurant à une forme de liberté qu'on ne connaît pas, si tant est qu'on nous la laisse réellement, qui est à certains égards plus inquiétant. L'autre point aussi sur lequel je partage assez avec vous, c'est qu'en toute logique, si on allait au bout de la démarche, on devrait avoir une simplification de la réglementation. Alors que le Code de l'action sociale et des familles, il n'a pas arrêté d'augmenter en taille. Sauf que le constat que j'ai pu faire, ça fait 20 ans que j'ai créé le cabinet, c'est que le législateur ne sait pas aller vers la simplification. De toute façon, plus vous avez de personnes pour écrire une réglementation, plus on écrit de choses. D'accord? Donc, on ne sait pas faire simple. Alors que moi, j'ai pris connaissance un peu de l'équivalent du Code de l'action sociale et des familles belges. Il est beaucoup plus simple. On retrouve les mêmes règles, hein, mais déjà, le fait d'avoir qu'une catégorie d'établissement, on est sur quelque chose qui est nécessairement plus simple, puisque je n'ai pas besoin d'écrire des règles d'organisation et de fonctionnement pour chacun des établissements. Donc, rien que là, je dois diviser par 10 le volume de réglementation sur ces questions. Voilà. Et puis, pour ce qui est des recommandations, moi, ce que vous qualifiez de droit mou, je partage aussi. Alors, il faut savoir que dans le champ sanitaire, les recommandations ont une valeur obligatoire. Dans le champ médico-social, aujourd'hui, ce n'est pas clairement affirmé. Donc, on verra quand on aura les premières décisions de justice sur la question. Je crois qu'il y a Betty qui veut reprendre la parole. Oui, je voulais juste, parce qu'on avait eu une première commission handicap par rapport à ce rapport, et donc avait été fait le retour que ce rapport faisait état d'un usager, d'une personne accompagnée qui était idéalisée par les rédacteurs, entre autres, mais c'est souvent ce que l'on voit apparaître dans les différents rapports.
et qu'on est peu en lien avec notre réalité. Ça, c'était une première observation. Et la deuxième observation, en fait, c'était plus en lien avec justement les recommandations de bonnes pratiques et le respect du droit des personnes accueillies. Et là, en lien avec l'accueil permanent et l'accueil temporaire, où finalement, une personne qui s'absentait de son appartement ou de sa chambre, au bout d'un certain nombre de jours, il pouvait être remplacé par de l'accueil tempo dans sa chambre, dans son appartement. C'est vrai que ça, c'est des choses qui nous heurtent, mais c'est peut-être aussi en lien avec ce que vous nous posiez comme principe au tout début, avec la référence au code du commerce. J'en sais rien, j'essaye de faire des liens dans la tête de personnes que je ne connais pas, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui nous heurtent. Cette idéalisation de l'usager, on le voit à la télévision, hein, quand on présente une personne en situation de handicap. Moi, je suis désolée, mais des comme ça, j'en ai jamais, hein, on va être clair, voilà. Et de deux, c'est où est le respect de la personne accompagnée dans certaines pratiques que l'on essaye de nous mettre dans ces rapports, quoi. Alors là encore, je ne peux que partager l'idée de la personne handicapée idéalisée. Et c'est pour ça que quand j'évoquais la question des coordinateurs de parcours, on peut se poser la question de toutes les personnes qui ne sauront pas à qui s'adresser, voire qui n'y penseront pas et qui vont être en marge des accompagnements auxquels ils pourraient prétendre. Donc là, il y a une interrogation importante. Il y a quand même un grand nombre de personnes en situation de handicap qui ne sont pas accompagnées par leur famille et qui n'ont pas forcément la capacité à déterminer ce dont elles ont besoin. Ce n'est pas parce qu'on parle d'autodétermination que du jour au lendemain, les personnes en situation de handicap ont leur capacité de réflexion au même niveau que celle d'une personne valide. Pour moi, alors, j'ai hâte de voir les premières expérimentations sur l'autodétermination, mais concrètement, hein, pas forcément ce qu'on nous en rapporte. Parce que je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire c'est bien gentil d'idéaliser la personne. Les situations sont bien plus complexes que ça. Ça n'empêche que aller vers l'inclusion sociale, l'autodétermination, c'est des choses sur lesquelles personnellement, Bien sûr. je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Mais je pense surtout qu'il ne faut pas attendre que ça vienne des personnes en situation de handicap. Dans le champ du handicap physique, pas de problème, on est d'accord. Mais dans le champ du handicap mental, je pense que ça va dépendre d'abord de la qualité des professionnels et de leur capacité à accompagner ça. Pour moi, le sujet, il est là. Les personnes en situation de handicap, ce n'est pas parce qu'on aura décrété l'autodétermination qu'elles seront capables de le faire. Par contre, si nos professionnels sont bien formés à l'autodétermination, qu'ils se sont vraiment imprégnés des enjeux qu'il y a derrière, on peut espérer que ça porte des fruits intéressants. Voilà. Après, je ne sais pas mon discours, comment il est reçu, mais en tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai. Je ne suis pas un utopiste. Oui, il faut ouvrir votre micro. Oui. Je vais essayer de ne pas faire trop de vent. Je suis quand même assez optimiste. Je pense vraiment que les coordinateurs de parcours, c'est un projet à déterminer et qui pourrait y avoir, ça c'était quelque chose qu'on avait travaillé je l'ai dit la dernière fois, des plateformes de coordinateurs effectivement indépendantes ou interinstitutionnelles, ce n'est pas le problème. Je pense qu'on n'y échappera pas. La personne idéalisée, je veux bien, mais la plupart des personnes handicapées ou leurs familles ont des désirs. Ce n'est pas toujours les nôtres, on est bien d'accord. Moi, monsieur Louba, quand il est arrivé, a dit il va falloir que vous pensiez aux personnes handicapées. On était très étonnés. J'ai même un éducateur qui a dit dans ce cas-là, s'il faut qu'il achète 3 barrettes de shit par jour, est-ce qu'on doit aller dans son sens? Et ça peut... oui, mais c'est son quotidien. Je pense qu'il va y avoir une évolution massive qui va se mettre en place. Je reviens sur les pays scandinaves qui ont évolué. Vous parliez d'un tempo qui serait dans les 2 ans.
globalement en 2 ans. Ça a été assez violent. Alors c'est vrai que ça a été difficile pour les premiers accompagnements, mais je pense que on ne pourra pas faire contre, et que je pense aussi qu'on pourrait arriver aussi à une solvabilisation du projet individuel de la personne. C'est-à-dire que son projet va être solvabilisé. Je ne suis pas très confiant sur ça. Je dis, j'ai essayé d'informer tous les enfants du Grand Salon il y a 2 ans. C'est très complexe. Et que là, on a un travail à faire en France pour des outils communs. J'en ai déjà parlé, le Vineland, qui serait un outil qui permet de parler beaucoup plus efficacement de la personne, qui permettrait toutes les... Parce que le problème français, c'est que là, on parle de... Il y a le médical avec la psychiatrie, il y a l'aide sociale à l'enfance, il y a l'éducation nationale, il y a le médico-social. Et on voit que c'est une réforme qui se fait par petits bouts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de cohérent. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que les personnes en situation de handicap sont prises en charge par intervenants qui n'arrivent pas à échanger. Et je pense qu'on oublie dans cette réforme une partie très importante, ce sont les municipalités. Elles sont totalement oubliées, puisque c'est le lieu où la personne vit. Parce que que ce soit au niveau des hébergements ou des écoles. Et qu'actuellement, c'est totalement oublié. Je ne vois pas de recherche sur ce domaine-là. Donc, je suis un peu inquiet. Moi, ce n'est pas tellement sur la finalité, c'est sur la façon dont ça peut se construire, où on a des complexités administratives françaises, vous l'avez cité tout à l'heure, où la même personne peut être suivie par 3 ou 4 administrations qui n'arrivent pas à échanger. C'est ça le problème majeur. Alors, merci de votre observation. J'espère qu'on en a compris la substantifique moelle, parce que par moment, vous êtes difficilement audible, non pas par la qualité de votre propos, mais par la qualité de la transmission. Oui, juste sur votre dernière observation par rapport aux municipalités qui sont absentes, moi je dirais plus généralement, quels sont les points sur lesquels où on peut toucher les personnes, les détecter. D'accord, donc le milieu scolaire, ça nous parle assez aujourd'hui. Ça peut être les médecins. Bon, il y a un certain nombre de... mais c'est vrai que les municipalités voient un certain nombre de situations passer. Après, je pense que c'est plus global, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des dispositifs qui rencontrent les personnes qui peuvent permettre de prendre en compte les différentes situations. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations? On a dépassé 16h30 lors du goûter. Le week-end approche. Ah, oui. Les questions, c'est maintenant ou c'est dans un an? Non? Les personnes qui ne sont pas intervenues, c'est qu'elles n'avaient rien à rajouter. Est-ce que, moi, la question que j'aurais envie de poser globalement aux participants, c'est est-ce que depuis le mois de décembre où on avait discuté autour de cette thématique, nous étions bien plus nombreux, est-ce que votre réflexion depuis ces quelques mois et l'éclairage de Maître Netali vous a permis d'avancer, de cheminer et d'avoir un autre regard sur ces textes qui se proposent à nous? Non, pas de réaction. Bien. Peut-être que juste pour dire que c'était peut-être un petit peu effrayant de savoir que tout va se faire au fil de l'eau et donc sans forcément que tous les acteurs prennent conscience de ce qui se fait. Voilà, parce que je ne pense pas que tout le secteur soit aussi bien informé et aussi bien, je dirais, au fait des choses juridiques. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième, oui, ça donne quand même des idées ou des perspectives par rapport à la façon dont on peut nous communiquer
ou orienter nos écrits, en tout cas faire en sorte que c'est à chaque fois la même idée, d'attraper ce fameux langage commun de l'administration et pour qu'on se comprenne mutuellement. Voilà. Nous, on apprend beaucoup de leur façon de parler au travers des indicateurs, mais inversement, il n'y a pas que les indicateurs, c'est toutes ces choses-là où on doit adapter finalement nos documents, nos façons de présenter les choses pour qu'ils nous comprennent aussi et qu'on se comprenne mutuellement. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'en retiendrai. Si je peux compléter, c'est vrai que là, les deux commissions qu'on a fait, ça permet quand même de mieux appréhender l'ensemble de ce dispositif qu'on sent en marche depuis quelques années. Déjà, on voit bien que progressivement, les choses se sont mises en place et que là, c'est en place et qu'on va y aller. Et de se dire qu'il faut commencer à se préparer, peut-être en regardant Séraphin PH et effectivement en regardant vers quoi on peut diriger nos prestations. Mais il reste tellement d'incertitudes, enfin, en ce qui me concerne, j'ai quand même l'impression qu'il y a plein de zones de flou. Sur ce qu'on disait, la souplesse administrative qui va être nécessaire pour ce genre de dispositif, la gouvernance de nos associations qu'il va falloir accompagner aussi parce que ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Enfin, moi, je fais partie du mouvement parental, donc c'est je pense, quelque chose de nouveau à appréhender pour eux. Et puis voilà, donc plein d'incertitudes qui aussi, comme vous disiez que ça va avancer par touche, mais que c'est pas annoncé vraiment de façon globale, nous rendent difficile le fait de s'approprier la démarche. Je vais vous faire part d'une petite expérience qui est en cours. Vous avez tous entendu parler du moratoire sur les résidents français qui vont vers la Belgique. Ce moratoire, il n'y a eu aucun texte. C'est-à-dire qu'un beau matin, le Premier ministre a annoncé le moratoire, il n'y a pas eu de décret, il n'y a pas eu de loi. Du jour au lendemain, on a dit les Français ne peuvent plus aller en Belgique. Et moi, depuis plusieurs mois, je suis sollicité par des établissements belges à qui on dit on ne vous envoie plus de résidents français. Donc, ça s'est fait au fil de l'eau. Et là, ils viennent de sortir le 31 mars une circulaire qui, à mon avis, est totalement illégale, hein, puisque le droit de l'Union européenne interdit à la France la libre circulation des personnes. Si une personne qui ne trouve pas de place en France veut aller en Belgique, la France est obligée de l'accepter et de financer via la sécurité sociale. C'est la règle. D'accord ? Et ben, du jour au lendemain, le gouvernement décide que ça ne doit pas s'appliquer. Vous voyez qu'on est, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va se faire de façon, d'un seul coup. Je pense qu'il y aura vraiment des séries de textes, et puis quand on les recoupera les uns les autres, on se rendra compte qu'ils ont mis en œuvre le plan de transformation de l'œuvre. Ça va être aussi, dans le cadre des négociations de CEPOM, on va vous imposer des choses que vous n'aviez pas jusqu'à présent, parce que l'administration centrale aura donné instruction aux ARS de vous faire intégrer, par exemple, des parcours, des coordinateurs de parcours, si on en est des job coach, etc. Voilà. Moi, c'est comme ça que je perçois. Peut-être qu'on aura le plaisir de faire un webinaire dans 6 mois pour commenter une nouvelle loi qui sera venue infirmer mon pressentiment. On verra. Mais non, mais c'est ce qu'on voit déjà depuis quelques années, hein, cette avancée un petit peu par petites touches et par contrainte administrative, c'est-à-dire qu'on nous met en place un outil qui nous oblige à aller dans ce sens-là. En même temps, du coup, c'est très difficile de se projeter et difficile de réagir aussi. Tout à l'heure, je sais plus, c'est Martine, je crois, qui demandait si les fédérations avaient réagi.
Mais c'est difficile vu que ça se fait comme ça, sans grande transparence. D'où la nécessité de voir les rapports, alors pas forcément de les lire dans le détail, mais de voir les rapports, parce qu'ils annoncent un certain nombre de choses. Vous savez, quand l'État a voulu obliger le regroupement de tout ce qui était logement, tout ce qui est 1% logement, historiquement, vous aviez une myriade de petits opérateurs. Et puis, un jour, ils ont sorti un rapport, ils ont obligé tout le monde à fusionner. Maintenant, on a Action Logement. Alors, je ne sais pas s'ils en arriveront là, parce que je pense que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais les rapports ont leur utilité, ils annoncent un certain nombre de choses. Ils sont commandés à dessein. Après, tout n'est pas il y a aussi des rapports qui restent sans suite. Tout le sport, c'est voir lesquels vont avoir des suites et lesquels vont rester dans les tiroirs. C'est un peu compliqué comme de faire des pronostics parfois. Tout à fait. Maintenant, il faut regarder les rapports aussi à l'aune de la réglementation ou ce qui se met en place. Là, par exemple, ce rapport-là, si on le regarde avec la loi du 21 février dernier et tous les enjeux de Séraphin PH, on peut se dire quand même qu'il y a une dynamique qui est à l'œuvre et qu'on retrouve assez bien. Y compris avec un changement de législature ou on regarde des présidentielles là. Puisqu'apparemment, les tenants sont très administratifs, plus qu'ils ne sont politiques. Tout à fait, c'est l'administration centrale qui est à la baguette, hein, ce n'est pas le politique. De temps en temps, quand il faut faire des effets de manche, on a le politique, mais sinon, pour le reste, il y a un certain consensus. Du coup, quand vous dites l'administration, concrètement, c'est les ARS? Ministère des Affaires sociales, ARS, DGCS. Voilà, pardon? DGCS. DGCS et DGRS, ouais. De toute façon, on a bien vu qu'en plus, comment dire, au moment du Covid, même si je n'ai pas toujours été très lucide tellement, on en prenait sur l'arrière de la nuque, mais voilà, au travers du Covid, ce n'est pas les politiques qui ont mené la barque, c'est bien les ministères qui ont repris le dessus, et les ARS. En tout cas, c'est sur les ARS qu'on a eu le plus d'impact. Donc, à moins d'un changement majeur dimanche à 20h, je n'irai pas plus loin dans ma phrase. D'autres questions? Ou le week-end est trop pressant? Non? Mais écoutez, pour ce qui me concerne, et au nom en tout cas de l'équipe ADC, dont le bureau est représenté là par au moins 4 personnes, le bureau national, plus notre secrétaire administrative, Michel, je tiens à vous remercier pour votre participation. Merci à Maître Netali de son éclairage très, très instructif, voilà, qui va nous permettre de bien terminer la semaine et éventuellement, effectivement, comme je faisais allusion, de réagir en conséquence dimanche. C'est un petit trait d'humour. L'ADC continue ses actions à destination des directeurs, puisque c'est une association de directrices et de directeurs de cadres, et que notre objectif, c'est bien celui d'épauler chacun de nous dans l'exercice au quotidien de ses responsabilités. Et cet exercice-là, justement, comme on l'a évoqué aujourd'hui, c'est au-delà des grandes initiatives et des grands projets de loi, concrètement sur le terrain, ça donne quoi pour nous? Voilà. Et aujourd'hui, les changements sont majeurs. Je parlais en introduction, réforme de l'évaluation, la difficulté à recruter dans notre secteur, malgré des campagnes de pub et des Ségur pour le moins incomplets et insatisfaisants, etc., etc. Donc, au quotidien, on a besoin de temps de pause, de temps de solidarité. Et l'ADC est, je fais du prosélytisme, l'ADC est un excellent moyen de se ressourcer tous ensemble. Voilà. Merci à tous de votre participation. Merci
à Maître Nathalie. Les prochains grands rendez-vous de l'ADC, c'est le 2 juin à Paris pour la journée éthique. Je vous renvoie sur notre site. Et fin septembre, toujours à Paris, pour les journées nationales d'études et de formation. S'il te plaît, dessine-moi la directrice ou le directeur de demain. Voilà. Vaste sujet. Vaste sujet. Et voilà, tout va être diffusé là dans les jours qui arrivent. Merci tout le monde. Bon week-end. Merci de votre Bonnes invitation. vacances à ceux qui en ont. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.